Bien, bonjour tout le monde. Merci déjà d'être nombreux encore à cette conférence. Je ne sais pas si vous enchaînez les conférences. Il y en a eu deux précédemment. Moi, je m'appelle Loïc Froger, donc je suis installateur électricien spécialisé dans ce qu'on appelle l'électricité embarquée. Philippe m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur ce thème-là, donc un système électrique performant et sécurisé. Je vais surtout parler sécurité justement. Et puis le faire par soi-même parce que je sais que devant moi, il y a pas mal de personnes qui veulent faire et se lancer dans l'aventure de l'aménagement et notamment faire la partie électrique par elle-même. On va voir ça pendant quelques minutes ensemble et puis après, je répondrai à vos questions. Alors, on va balayer des petites choses très rapides et vous allez voir de quelle manière sur les bases. Les conditions justement d'une installation électrique fiable et ce que je vous évoquais, faire par soi-même. Sur la partie comprendre les bases, ça va être très très rapide et simple. J'ai créé un site internet qui s'appelle laroutelibre.com dans lequel vous allez pouvoir consulter de manière gratuite. J'ai dit bien consulter parce que j'ai quand même déposé un copyright dessus. Un certain nombre de guides techniques que je ne vais pas vous lire, vous les avez sous les yeux. Donc www.laroutelibre.com, vous trouverez ça dans le menu ressources et vous aurez pléthore d'informations que j'ai pas inventées, que j'ai moi-même consulté, cherché à droite à gauche, mais avec des sources sûres. Quand je parle de sources sûres, c'est notamment les fabricants. Donc cette partie-là, c'est la partie basique. Comprendre dans votre future installation ce que c'est qu'un convertisseur et à quoi ça sert et comment ça fonctionne, ce que c'est que la charge solaire, un régulateur de charge solaire, comment ça fonctionne. Les guides techniques pour certains sont adossés à des vidéos YouTube qui sont suffisamment explicites, qui ont déjà eu un certain nombre de vues, donc je pense que je ne dois pas dire que des conneries, donc a priori elles sont bien perçues. Après la compréhension des bases, au niveau technique, il faut bien aussi comprendre qu'on est dans un univers normé, contrairement à ce que pensent certains. Que ce soit sur l'aménagement complet, vous avez eu peut-être certaines ont assisté ce matin à une conférence sur le VASP. Donc tout ça, c'est adossé à des normes. Voici les normes. Elles ont un coût. Donc je sais que certaines personnes sont tentées de récupérer des informations et de les piquer. Sachez que c'est formellement interdit par la loi, que ces normes-là sont éditées et gérées par l'AFNOR. Voilà le coût récent, je ne sais plus, 2025, donc c'est très récent, oui, que j'ai mentionné. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie électrique ici. Je ne sais pas si vous voyez clairement. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu trouble, mais bon. Vous n'allez pas noter ça, vous en foutez, mais l'idée, c'est que vous soyez conscient que si vous ne travaillez pas dans les normes, il peut y avoir des soucis. Benoît parlait tout à l'heure de l'isolation. Il y a des normes par rapport à l'aération. Il faut les respecter, sinon on risque de faire des bêtises. Donc au passage, les normes, il y a de tout sur Internet. Là, vous avez des conneries qui sont évoquées avec des normes qui n'existent plus, mais vous pouvez quand même consulter la norme machin. Donc faites gaffe à ça, quoi. Donc là aussi, c'est comme les tutos, il y a tout et son contraire. Normes, réglementation, ok, mais c'est quoi la différence? Alors, est-ce que je vous ferai intervenir tout à l'heure, donc je vais être obligé de répondre à la question en même temps que je la pose. La réglementation, ça dépend en fait de l'État, donc c'est à titre obligatoire. Ça émane d'une loi. Par exemple, il y a la réglementation qui concerne justement le passage à l'adréal de ces types de véhicules-là. La notion de VASP, c'est réglementé. On va parler tout à l'heure, je vais reprendre l'élément, mais dans le monde de l'électricité embarquée, il y a une réglementation très importante aujourd'hui sur laquelle se base l'ADREAL. Donc je pense que vous connaissez maintenant le terme DREAL, je ne vais pas le répéter, hein, s'il faut, je le dirai. Mais donc cette réglementation en électricité, elle est obligatoire, elle est mise en place dans un certain nombre de pays. C'est ce qu'on appelle la réglementation R10. C'est exactement l'UNERE R10. C'est en fait une réglementation internationale
et qui est aujourd'hui respectée par 58 pays, dont l'Union européenne. Cette réglementation, elle concerne en fait tous les effets électromagnétiques à bord d'un véhicule. C'est-à-dire que dès qu'on ajoute un matériel, par exemple un convertisseur, par exemple un régulateur de charge solaire, si cet élément n'est pas homologué R10, ce sera refusé par l'ADREAL. Donc il y a des matériels qui ne le sont pas, il faut le savoir. Donc faites gaffe à ça, si vous vous lancez dans l'aménagement, dans l'objectif d'homologation, VASP, ça aujourd'hui l'ADREAL, je ne sais pas si tous les contrôleurs le sont, mais la formation passe, l'information passe, mais beaucoup de contrôleurs sont bien au point là-dessus, et ce sera refusé systématiquement. Dans les normes, vite fait au passage, donc ça relève d'un caractère complètement volontaire. Donc ce que j'ai montré tout à l'heure, vous pouvez très bien vous en passer, faire ce que vous voulez, sauf que ça aura forcément des incidences sur le résultat final. Il y a des normes qui sont obligatoires, mais il faut savoir qu'en France, il n'y en a qu'1%. Ça représente à peu près 550 normes. En électricité, il y a une norme obligatoire, c'est celle qui nous concerne tous chez nous, c'est la NFC 1500. C'est celle qui régit les logements domestiques. Donc, on ne peut pas avoir n'importe quoi chez nous, et un électricien qui intervient ne peut pas faire n'importe quoi chez vous. Et si vous faites n'importe quoi chez vous, l'assurance, en cas de pépin, les incendies, c'est en France, c'est un des éléments numéro un, les incendies. L'électricité en est une des causes numéro une, si c'est pas la première, je crois. Bref, et donc un assureur, il va les fouiner. Hein. Il va dépêcher un expert qui va aller regarder la moindre poussière. Si c'est vous qui avez fait des bêtises, bon, ce sera votre pomme. Hein. C'est pareil, on va le voir tout à l'heure pour les véhicules. Normes volontaires, normes obligatoires, 1% des normes, comme je vous disais. Alors pourquoi travailler avec les normes? Eh bien, déjà, il y a par rapport à n'importe qui, que ce soit vous ou des aménageurs pro, c'est un outil de référence. Ça clarifie, ça harmonise les pratiques, définit un niveau de qualité et un niveau de sécurité, puisqu'on évoque le sujet de sécurité. Là, si vous travaillez dans les normes, vous ne devriez pas avoir trop de soucis de sécurité. J'espère. Mais ça, c'est un point numéro un. Alors, justement, par rapport au VASP, même si les normes que je vous ai citées, enfin que vous avez vues vite fait tout à l'heure, ne sont pas à caractère obligatoire, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas si je vais y arriver. Merde, bon, je ne vais pas y arriver. En fait, je voulais vous faire un lien avec ce qu'on appelle, vous l'avez peut-être vu ce matin avec Émilie, avec le dossier RTI, qui est en fait le dossier qui vous prépare à votre passage devant l'ADREAL. C'est en fait réception à titre isolé d'un véhicule. Donc, quand vous êtes particulier, vous êtes seul, c'est vous qui allez être le responsable de la transformation du véhicule, c'est votre nom qui va apparaître. Et ce dossier RTI vous cite en fait un peu la procédure à effectuer et des annexes qui vont avec. Et dans la procédure, c'est clairement identifié, il cite 3 ou 4 des normes que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc ça veut bien évoquer et illustrer ce que je voulais vous montrer un petit peu, que ça définit un niveau de qualité, ça clarifie et harmonise les pratiques. Donc l'ADREAL s'en sert aussi. Dans leur checklist, il y a des éléments de la norme qui font partie. Ce que vient d'évoquer Benoît tout à l'heure avec les histoires de surface de grille, ça c'est surveillé. La dimension de l'essuie avant par rapport aux différents produits qui sont mis en place, la réserve d'eau, etc., l'essuie arrière, l'équilibre des charges, etc. Ça, c'est des choses que vont regarder très très attentivement les contrôleurs de l'ADREAL. N'oubliez pas un truc, c'est que aussi travailler dans les normes, bah oui, ça a un intérêt pour dire, bah oui, mon truc, il est enfin mon véhicule, excusez-moi, il est VASP. Donc en termes de prêt, de location, de revente de véhicules, c'est quand même un gage déjà qualitatif et d'assurance, sécurité, etc. pour les repreneurs derrière. Je regarde l'heure en même temps parce qu'il faut que j'aille vite. J'ai tendance des fois à un peu m'évader alors que je voudrais avoir du temps avec vous pour vos questions. Dans la norme électrique embarquée, donc les deux que je vous ai montré, il y en a une sur le 12 volts, une sur le 230 volts.
Quelques extraits, donc les sections minimales de conducteurs à utiliser et le type de conducteur ou de câble. Hein, donc on ne met pas de rigide à bord, par exemple. Je vais vous montrer tout à l'heure des extraits d'installations que j'ai faites et aussi que j'ai refaites. Donc ça peut coûter cher quoi, de faire des conneries. Donc là, successivement, c'est bizarre, c'est le hasard. Ça fait 3 ou 4 clients là, qui viennent me voir et je refais l'installation. Protection contre les surcharges de courant aussi, bon, j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas vous bassiner avec tous ces termes-là, mais vous avez aussi une partie douche, donc il y a des prescriptions là-dedans, comme dans la NFC 1500 qui est rigide domestique. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la partie douche, on ne peut pas mettre d'éclairage qui pourrait être dangereux, au risque de jouer Claude François, on ne peut pas mettre de prise de courant, enfin bon, il y a des choses qui sont écrites et annexées dans la norme concernée. Vous avez aussi une notice d'avertissement qui doit être clairement identifiable par le contrôleur d'Aladrial, qui doit figurer près de l'installation ou sur le coffre, ce que j'appelle le compartiment électrique, quoi, si c'est sous la banquette par exemple. Donc vous avez une notice d'avertissement et aussi un pictogramme bien particulier qu'il faut mettre en évidence sur l'installation. Alors, comment est-ce qu'on procède en élec embarqué? On commence par le bilan énergétique. Il faut se poser les bonnes questions, il faut dimensionner l'installation derrière. Donc, quand on parle bilan énergétique, c'est, pour faire simple, c'est qu'est-ce que je vais consommer chaque jour à l'aide de prises de courant 12 volts, 12-24 volts, ou j'aurai besoin de 230 volts si je mets si j'ai besoin d'un sèche-cheveux, d'un appareil de cuisson en 230, bon, que je peux pas contourner le 230. Donc voilà, je vais établir ce bilan énergétique qui va me permettre de dimensionner mon installation après. Donc le bilan énergétique, c'est pareil, ça figure sur un de mes guides techniques. Donc je ne vais pas faire la manip, je voulais vous montrer un exemple, mais vous allez le trouver sur le site internet, vous allez trouver un exemple et un tableau téléchargeable. On dissocie la partie 12 volts de la partie 230, qui ne sont pas les mêmes énergies. La partie 230 consomme plus que le 12 volts, puisqu'on n'est pas en direct sur la batterie de service ou les batteries de service. On va passer par un élément qu'on appelle convertisseur. Ce convertisseur, il bouffe de l'énergie. Il va convertir de l'énergie continue en 12 volts, par exemple, pour la transformer en énergie alternative 230. Donc les meilleurs convertisseurs, ça va être 10% de perte. Les moins bons, c'est 20 et des brouettes % de perte. Ça veut dire que pour 100 watts consommés, il m'en faut peut-être 120 watts sur la batterie. Donc ça, c'est très important de bien établir votre liste, parce que si on a du 230, ça va déjà avoir une incidence sur votre bilan et sur la consommation journalière. Sinon, on peut se planter. Ça peut aller très vite de se planter de plusieurs centaines de wattheures. Donc après, ça va nous donner, enfin moi je travaille comme ça, des wattheures par jour. Il y en a qui travaillent en ampères-heure par jour. Les wattheures par jour, c'est plus lisible parce qu'on voit par exemple les batteries nomades, les stations d'énergie nomades, les fiches techniques sont en capacité de puissance de conversion, par exemple un convertisseur 1800 watts, et une capacité d'énergie, donc la réserve d'énergie qui est dedans, 1600 wattheures par exemple. Donc il faut savoir ce que sont les wattheures, etc. Bon, vous inquiétez pas, avec mes guides techniques, vous allez trouver des petites astuces, je vais vous montrer des exemples pour comprendre un peu mieux les dimensions électriques, tension, intensité, puissance. Après votre bilan et le dimensionnement, il faut passer au schéma électrique. Ça va être une autre histoire. Et un schéma de passage de câble. Alors, le bilan énergétique, le guide en question, des extraits du guide. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous pourrez prendre le temps de consulter cette partie-là sur le site de la route libre. Des astuces pour comprendre, parce que c'est pas facile les maths, hein, je comprends bien. Moi, j'ai adoré ça, mais tout le monde n'aime pas les maths. Pour trouver la conversion, c'est quoi les grandeurs? Alors, j'en passe, hein, parce que tout n'est pas dessus. Là. On va pas faire une conférence uniquement sur mes guides, mais vous aurez des explications très simples avec l'analogie avec la flotte, justement, ce que c'est que la tension, ce que c'est que l'intensité, ce que c'est que la puissance. Et puis là, quand on ne connaît pas trop la règle de 3 ou les proportionnalités, bon, le système à camembert qui permet de faire ces calculs très facilement. Voilà. Exemple de bilan énergétique. Donc je ne vais pas aller cliquer dans mon petit exemple, ça ne sert à rien. Vous l'aurez aussi sur le guide. Donc là, c'était un Volkswagen Crafter avec
justement, c'était un bon exemple parce qu'il y avait tout. Il y avait du 12 et du 230. Les schémas électriques. Ça va, je suis dans les temps, très bien. Les schémas électriques, bah oui, c'est un incontournable. Alors là, on voit tout aussi. On voit ça, par exemple. Alors, ça n'attire pas forcément la vue, mais peut-être que ça peut être parlant. Mais alors, il y a des points d'interrogation, il y a des trucs, il y a des machins. Bon, est-ce que je peux m'inspirer de ce schéma que je trouve sur les réseaux sociaux pour faire mon installation? Oh ben ouais, peut-être, parce que ça tombe bien, il y a exactement le matériel que je veux, quoi. Mais est-ce qu'il est bon, ce schéma? Est-ce qu'il va correspondre à quelque chose qui est correct, qui est bien dimensionné au niveau des sections, au niveau des protections? J'en sais trop rien. Donc, point d'interrogation. Là, c'est déjà un peu plus propre. C'est encore plus attirant. Tiens, bon, ben, ça tombe bien. Il y a aussi des prises comme je vais mettre. J'ai besoin d'un tableau électrique, disjoncteur, 20 ampères, machin. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Bon, donc on va se baser là-dessus aussi, pourquoi pas. Bon. Et puis, ce qui est encore mieux, c'est quand vous avez quelqu'un qui va annoncer qu'il est quasiment sûr de lui, mais peut-être pas quand même. Donc ça, c'est littéralement un extrait de Facebook, parce que je suis sur une dizaine de groupes de Facebook depuis 5-6 ans. Ça me permet de voir les choses. Donc là, bon bah c'est bien, ce gars-là, il a fait un super schéma électrique avec un super logiciel, et il n'y connaissait rien. Donc bah, s'il n'y connaît rien, et moi non plus, donc je suis capable aussi de faire une installation électrique conforme et sécuritaire. Et puis bah, à la fin, quand même, je suis pas du tout certain d'avoir fait les choses comme il faut. Bon. Et pourtant, quand on voit ça, on se dit, bah, il a quand même gazé le mec. Hein. C'est vrai, c'est joli, c'est un logiciel. Et puis bah, ça tombe bien, encore une fois. Tiens, il y a un panneau comme je veux mettre, il y a un régulateur de charge solaire, il y a ce machin-là aussi. Tiens, c'est quoi ça? Oui, ah oui, bah, c'est le même appareil. Il y a un smart shunt. Tout est en Victron en plus. Oh, bah, ça tombe bien. Je vais prendre ce schéma-là, puis je vais y aller. Bon. Mais il y a quand même déjà pas mal d'interrogations du concepteur, parce qu'il se pose quand même la question à la fin, je suis peut-être pas sûr de moi. Donc c'est attirant, hein, comme le petit émoticône, mais faut quand même encore se dire, mais c'est bon, c'est pas bon, quoi. Donc méfiez-vous dans tous les cas de figure au niveau de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les tutos et autres. Il y en a des très bons, etc. Mais encore une fois, c'est pas pour me jeter des fleurs, enfin m'envoyer des fleurs, je sais pas comment on dit, c'est pas mon genre, mais inspirez-vous de choses professionnelles. Allez sur des sites fabricants, épluchez les docs des professionnels. Ça, c'est aussi un tort qu'on a, c'est qu'on lit pas les docs. Donc il y en a qui vont acheter du beau Victron, là, et puis après, qui vont questionner le distributeur. Donc David de Carapace serait là, il en témoignerait, il est distributeur officiel Victron. Régulièrement, il a des particuliers qui l'appellent pour mais au fait, comment je branche, comment je protège. Tout est écrit dedans. Faut lire, faut appliquer. Et puis bah, si c'est pas applicable, c'est qu'il y a un autre problème avant. Et c'est donc l'histoire du schéma, la préparation du terrain, quoi. Alors le faire par soi-même, le do it right, comme on dit en anglais. Donc là, oui, moi je suis impressionné, hein, des fois. J'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui est venue me voir. On a travaillé ensemble sur son projet et tout, et elle s'est lancée à zéro, quoi, et elle a fait un truc excellent, quoi. Super boulot. Mais par contre, les normes, les normes, les normes, les normes. Et puis elle s'adossait aussi à des pros, donc et il n'y a eu aucun souci, quoi. Donc il faut quand même des connaissances particulières en élec. Hein. Il faut un outillage spécifique, on va voir quelques extraits. Il faut un savoir-faire expérimenté de préférence. Alors, je sais que vous allez peut-être pas me croire, mais j'accompagne, puisque c'est un de mes services, des électriciens du bâtiment. J'en ai déjà accompagné quelques-uns. C'est un autre monde. Moi, je viens du monde de l'industrie, ça se rapproche déjà. Mais c'est encore un autre monde. Donc, il a fallu que je m'auto-forme. Et là, encore une fois, je me répète, mais avec du sérieux, avec des fabricants. Je suis partenaire avec Christec, qui est un constructeur breton, très méconnu malheureusement, alors que c'est le top du chargeur. C'est français, c'est made in France. Et ben avec eux, voilà, j'ai des techniciens, j'ai des ingénieurs qui m'ont permis de comprendre ce que c'est que le dimensionnement d'un chargeur DC-DC, pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà.
Ben, je me répète, voilà, respect des conditions fabricants. Par exemple, Christec que je cite, voilà, c'est un extrait de la doc. Donc, vous avez dans cette doc-là des choses qui sont écrites, qui sont, voilà, je vais pas les lire à votre place, mais c'est très marquant, ainsi que la page qui suit. Normalement, ça serait, pour que la garantie fonctionne chez eux, il faut que ce soit un installateur professionnel. Donc, faut faire gaffe à tout ça, quoi, aussi. Donc, ça, c'est un élément incontournable. On ne peut pas se passer quand même de ce que savent faire les fabricants, les concepteurs. Les outils, donc en voilà quelques extraits. C'est compliqué de mettre au point une installation, de la faire vivre techniquement en ayant installé le matériel, câblé le matériel et fait les essais, sans un outil minimal qui s'appelle le multimètre. Alors il y en a de plus ou moins bonne qualité, mais enfin il y en a qui existent en courant continu. C'est compliqué de s'en passer. Après, ben, il y a des câbles de grosse section, donc des fois il faut des coupes-câbles, sinon vous allez couper votre câble de travers. Ça va créer des aléas sur le sertissage. Vous avez des pinces à sertir en voiture, en voilà, j'en utilise 7 ou 8. Ça, c'est une pince à sertir assez simple. Mais vous avez des pinces de mauvaise qualité qui vont vous faire un sertissage, c'est-à-dire permettre à tous les brins de votre câble souple, à tous les brins d'être enfermés dans un gainage métallique qui s'appelle la cosse. Si ce point-là n'est pas assuré à 100%, vous allez avoir ce qu'on appelle un arc électrique. Un échauffement plus ou moins grand, pas pour un éclairage, mais pour votre charge en roulant, par exemple, ça peut être des dizaines d'ampères. C'est un effet calorique énorme. Donc votre cosse risque peut-être de chauffer, de brûler, et puis voilà, c'est parti, quoi. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Quand c'est parti, c'est parti. Une pince hydraulique, bon, vous n'avez peut-être pas besoin de ça, ça vaut 600 balles, mais une pince de bonne qualité pour faire le sertissage des grosses cosses. En sortie de batterie, vous sortez pas avec un fil comme ça. Hein. Vous sortez avec un fil minimum de 25 mm², c'est mon petit doigt. Ça, c'est la section et le diamètre. Voilà. Donc ça, c'est pas un sèche-cheveux, c'est un pistolet thermique, c'est les gaines thermo. Sinon, ben, vous faites appel à un pro. Hein. Je vais faire un petit peu de vente de ma fabrique. Ou à une très bonne assurance. Alors là, je sais que mais j'aime bien marquer parce que moi, j'ai été marqué dans mon itinéraire professionnel par la sécurité et par la prévention sécuritaire. Donc, n'arrivez pas à ce point-là, quoi. Hein, ce serait dommage pour tout le travail que vous avez fait. Le pire, c'est quand il y a perte humaine. Et malheureusement, ça existe. Ça, c'est 3 photos qui suivent qu'on m'a envoyé un assureur pour chiffrer la refonte complète de l'électricité à bord de ce véhicule. Donc c'est un véhicule aménagé entièrement qui a flambé. Enfin quasiment. Vous voyez encore un frigo qui doit être récupérable. Et donc je n'ai pas eu le rapport d'expert, ils n'ont pas voulu me le donner, mais l'expertise a détecté que c'était d'origine électrique. Donc là vous avez déjà une batterie sur laquelle on voit plusieurs fils sortir à gauche de la cosse sans doute positive ou à droite, je ne sais pas. Enfin bon, c'est peut-être une des origines, mais en tout cas voilà ce que ça donne. Donc tout est à refaire. Bon, ça j'ai bien aimé aussi, j'ai piqué ça sur, sur internet. Il n'y a pas besoin de parler là. C'est flagrant. Mauvais jeu de mots, c'est flamand. Mais voilà, c'est flambant. C'est les résultats d'une mauvaise installation. Alors, vite fait là-dessus aussi, parce que vous voyez bien, grâce à ce super salon, tous les coûts matériels au niveau de certains distributeurs. Donc ça peut aller très vite. Et donc on me pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'il faut à peu près envisager comme budget? Donc là, c'est hors main-d'œuvre. Hein. Vous allez vite tomber dans le quart de votre budget final. Vous estimez à 10 000 balles ce que vous allez mettre dans l'aménagement de votre véhicule pour l'isolation, le bois, la flotte, tout ça. Vous verrez très vite que ça veut dire que derrière, c'est à peu près, ça marche à tous les coups. Hein. Un quart de votre budget qui va être consacré à l'élec. Pour les gros véhicules, on passe vite à un tiers. Donc ça va dépendre des besoins forcément, puisque un quart du budget ou un tiers, ça va dépendre de si on a des gros consommateurs, un gros convertisseur, etc.
de la qualité recherchée entre, évidemment, je ne vais pas reciter certaines marques, mais il y a des bonnes marques et des moyennes marques. Après, on va partir aussi avec son enveloppe, hein, et puis on va découvrir après des dysfonctionnements ou des matériels qui sont HS au bout de 6 mois, mais bon, chacun fait ce qu'il peut faire en fonction de ses moyens. La garantie aussi, souhaitée ou non, vous avez des matériels qui sont aujourd'hui garantis jusqu'à 5 ans. La garantie légale, je vous la rappelle, c'est 2 ans. Mais ça veut aussi dire ce que ça veut dire quand vous avez des matériels sérieux sur le marché qui sont vendus avec 5 ans de garantie, écrite, hein, pas du blabla, hein, écrite. Bon là, ok. Si vous avez à foutre 100 balles de plus, ça vaut peut-être le coup d'y aller, quoi. Parce que quand on aménage un véhicule qu'on a acheté déjà à un certain prix d'occasion récent, si c'est pour l'aménager pendant des heures et des heures, et qu'au bout de 5-6 ans, il y a déjà plein de trucs qui tombent, qui se cassent la gueule, et une électricité qui flambe, bon, c'est un peu dommage, quoi. Donc ça vaut peut-être le coup d'attendre un peu, et puis de foutre 150 euros, 200 euros, voire plus, dedans. Donc l'enveloppe financière. Là, une install que j'ai faite entièrement avec les petites boîtes bleues. J'aime pas trop parler d'eux, mais bon, c'est un incontournable. Alors si, c'est un incontournable aujourd'hui parce qu'ils sont tous, à quelques exceptions près que j'ai pas citées parce que c'est plus du dimensionnement de véhicules là, mais tous les matériels Victron sont homologués E10, j'en ai parlé tout à l'heure, la fameuse homologation de compatibilité électromagnétique à bord des véhicules. Donc ça, aujourd'hui, méfiez-vous, c'est un incontournable. Faites attention à ce que votre matériel choisi, si vous voulez passer en VASP, soit homologué ER10. Pose de panneaux photovoltaïques, voilà, il y a toutes les manières, il y a tous les choix matériels, il y a tous les prix, il y a des angles qui coûtent la peau des fesses, il y a des petites pattes comme ça qui coûtent beaucoup moins cher. Par contre, il faut le bon système de collage, la bonne procédure, et puis le respecter. Donc ça, c'est les fiches techniques fabricants. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça a été fait, pensant être bien fait, et puis ça marche pas, ou ça marche pas longtemps, ou ça marche vraiment pas bien, et ça peut même présenter des risques pour la personne. Là, il y avait du 230, risque pour la personne, etc. Bon, j'ai tout refait. À droite, vous avez quelque chose de conforme, vous n'allez pas le voir, hein. Je peux dire des bêtises, mais bon. Et j'ai mis aussi en sécurité par rapport aux 230 volts. Je vais en parler tout à l'heure, mais là aussi, il y a tout et n'importe quoi de raconter. Donc, on va pas se laisser embarquer justement sur plein de trucs. Et au niveau des réseaux sociaux, il y a des sujets récurrents qui sont le fameux schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Ça revient et ça revient. Est-ce que tu peux m'envoyer ton schéma? Est-ce que tu es sûr de ton schéma? Est-ce que j'ai un bon schéma? La section des conducteurs qui revient très très souvent. Le calibre et la position de ces protections qui vont avec les conducteurs. Et puis, terre versus masse. Donc, on a un véhicule, il est sur 4 roues, il y a du caoutchouc, donc pas de terre. Donc le 230 volts que je connais chez moi, parce que je suis électricien domestique, par exemple, et ça c'est vrai, je l'ai vécu, non, tu vas pas me faire mettre un différentiel dans le véhicule, il n'y a pas de terre. Bon, déjà, c'est que j'ai du mal à regarder la norme qui en parle, premièrement. Et puis oui, il n'y a pas de terre, mais c'est qu'on n'a pas compris à quoi sert la fonction différentielle. Donc là, c'est pas le but de la conférence. Je ne vais pas vous faire un cours sur la fonction différentielle, mais il faut faire ce qu'on appelle une mise à la masse du véhicule quand on a du 230 volts à bord. Obligatoire. Sinon, vous êtes en risque. Là, c'est la personne qui risque, c'est plus le véhicule. C'est ce qu'on appelle les risques par rapport à l'électrocution. Là, c'est le pire, mais déjà l'électrisation. Donc, de toute manière, c'est incontournable, c'est obligatoire. Ça se fait pas n'importe comment, il faut savoir le faire. Et la fixation des panneaux photovoltaïques qui revient très souvent aussi avec ça, comme ça, comment. Bon. J'ai été rapide à la fin, je ne sais pas si j'étais trop rapide, mais je voulais, il est quand même déjà presque moins le quart. Et du coup, ça nous laisse quand même ce fameux quart d'heure de débat, ou plutôt de réponse aux questions. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté sagement sur un sujet qui n'est pas génial. C'est un peu barbare tout ça. Donc, je vais répondre à vos questions, sachant qu'il faut que vous attendiez le micro pour poser vos questions, que vous leviez gentiment le petit bras, et puis j'essaierai de répondre. Alors, je ne détiens pas forcément les réponses à tout. Il faut savoir que dans ce milieu-là, j'apprends encore tous les mois.
C'est plus sur des parties techniques matérielles, mais bon, je pense que je devrais pouvoir arriver à répondre à vos questions. Allez-y, n'ayez pas peur. Ouais. Si on a des petits besoins, est-ce qu'on peut se Ça me regarde pas. Hein. Ça, si vous avez des petits besoins. En électricité, Pardon. est-ce qu'on peut se contenter d'une station autonome Oui. À mon grand désarroi, mais ouais. il y a eu un tel développement de ces produits-là que je ne peux pas répondre non. Vous avez une gamme maintenant de solutions, y compris d'extensions de stations qui ne seraient pas suffisamment bien dimensionnées. Vous avez estimé ça et puis vous êtes planté et vous avez besoin d'un peu plus. Donc faites gaffe aux produits que vous allez choisir parce qu'il y en a qui, si vous avez un doute, il y a des marques et des produits qui ont une extension possible. Vous pouvez rajouter une batterie qui va contenir telle réserve d'énergie, plus éventuellement une deuxième batterie, telle réserve d'énergie, etc. Oui. Donc sur mon stand numéro 9, Hall 8, j'ai deux marques avec lesquelles je travaille. Donc je vais être obligé de les citer, désolé. La marque Blue Yeti, qui est internationalement connue, et la marque Artpax, qui est complètement méconnue puisque c'est une première. Vous allez la voir, cette marque-là, en démonstration sur mon stand. C'est la première fois qu'on parle de la marque en France. Et bon, c'est du chinois aussi. Hein. Enfin, l'électricité, c'est du chinois. Mais la plupart des matériels vendus sur le marché sont made in China. Sauf Christec, made in Bretagne. Mais oui, station d'énergie. La vraie question, c'est comment on dimensionne, mais vous en avez parlé. Le dimensionnement, vous allez en apprendre déjà grâce au guide technique numéro 8, je me répète, sur le bilan énergétique. Donc séparez bien les choses, 12 et 230. Ces stations-là sont toutes équipées de connectiques de chargement. En général, les trois charges possibles, le solaire, la charge en roulant et la charge secteur. Et elles sont toutes équipées de connecteurs USB, les deux types, A et C, 230 volts, allume-cigare, donc allume-cigare glaciaire par exemple. Donc vous avez de quoi faire. Mais si vous n'avez pas besoin de 230, vous n'allez pas pouvoir vous en passer malheureusement. Elle sera dedans. Mais c'est surtout le dimensionnement, comme vous le disiez, qui est important, c'est-à-dire combien j'ai besoin de water. Et vous verrez que toutes ces stations-là, leurs fabricants, les fiches techniques sont en water par jour. Donc j'ai par exemple, je vais dire une bêtise, un exemple simple. J'ai 1000 Wh d'énergie disponible dans cette station d'énergie. J'ai besoin de consommer, j'ai fait mes calculs, hein, il m'a expliqué comment faire, je suis allé sur son site, j'ai besoin de consommer 500 Wh par jour. Watt-heure par jour. Donc les 500 Wh par jour, je vais les consommer, théoriquement, j'ai mis un peu de rap, comme ça je suis sûr de moi. Et puis je me dis, je veux être 2 jours autonome, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre de solaire dessus, je ne vais pas déplier mon panneau, puis de toute façon ce sera peut-être au mois d'octobre, il va peut-être faire gris, ça ne va pas marcher. Je ne veux pas rouler, je vais être en randonnée 2 jours, il faut que je sois autonome 2 jours. Et ben 500 fois 2, 1000, c'est foutu. Vous ne pouvez pas descendre à 100% une batterie lithium, contrairement à ce qu'on dit. 80, 85%, les meilleures d'entre elles. Il faut laisser de l'énergie pour que le système fonctionne et qu'elle puisse refonctionner après une décharge profonde. Profonde, c'est vraiment les zéros. Donc sachez qu'il existe des lithiums qui ne redémarrent pas après zéro. Je ne vais pas citer les marques, les modèles, mais il y en a, vous avez mis un certain billet dedans et vous les mettez à la poubelle après une décharge trop profonde parce que vous ne saviez pas qu'il ne fallait pas décharger une batterie lithium à 100%, en tout cas celle-là. Voilà, donc ça, il faut faire gaffe. Donc dans ces calculs, il faut intégrer ça aussi. Donc il faut un peu plus que mes 1000 Wh, ils ne suffiront pas. Voilà. Bonjour, sur un véhicule qui est déjà homologué VASP, si on fait une modification, par exemple un ajout de panneaux solaires, est-ce que ça remet en cause l'homologation ou pas? Enfin, non. Qu'est-ce qu'il faut éviter justement pour que ça la remette en cause? Rien du tout. Non, pas de problème. Tu peux faire ce que tu veux. D'autant plus, s'il est VASP, alors autre chose, c'est que la réglementation R10 n'a plus rien à foutre. Tu peux mettre du Victron, tu peux mettre du Tatavoine machin, il ne va pas repasser VASP. Donc si tu mets un convertisseur qui n'est pas E10, qui n'est pas réglementairement compatible avec les problèmes électromagnétiques,
Personne n'ira te dire quoi que ce soit. C'est bon, ça répond à la question, non? Mis à part l'assureur, éventuellement, qui va lui chercher la petite bête après, non? C'est très possible, En cas de parce que souci. moi je suis pas assureur, mais il existe pour ces assureurs des experts. J'en connaissais un, j'avais un copain, donc je vois un peu de quoi ils sont capables. Quand ils sont dépêchés par un assureur, ils vont chercher la petite bête, ouais. Et jusqu'à peut-être s'en servir, mais alors du coup, ce qui va te permettre de te sauver, c'est de prouver que ta facture est date d'après le VASP. Mais ça, c'est le genre de truc, il faut faire gaffe aussi. En cas de pépin, surtout si c'est des dégâts humains, alors là, je vous explique pas, mais voilà. Mais déjà, matériel, là, ce que je vous ai cité, c'est pas du pipeau, hein. L'assureur m'a contacté, il m'a envoyé des photos, il voulait pas m'envoyer le rapport d'expertise, mais c'est clairement une détermination d'origine électrique. Donc, c'est l'assureur de l'installateur qui paye tout, hein. Ah, derrière. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est possible de réinstaller un deuxième panneau solaire sur un panneau solaire qui a déjà à côté d'un autre panneau solaire? Parce Alors, que quelques personnes disent que ah ben non, il faut qu'ils soient égaux en charge, je sais pas quoi. il faut qu'il soit très très proche de ce qu'on appelle les caractéristiques d'un panneau. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça va devenir un peu compliqué là. Mais il y a des dimensions, enfin il y a des valeurs électriques de panneaux photovoltaïques, il y en a 4, et dont deux de ces valeurs-là sont à respecter au plus proche de l'autre. Bon, c'est la tension à vide, la VOC, et l'intensité maximale, l'IMP maximum power, donc l'intensité à puissance maximale. Mais quel que soit l'âge, parce que Oui, si on en achète le même oui. et qu'il y en a un qui a 4 il ans, a perdu, s'il a pas mal d'années, il a peut-être perdu. donc c'est pas bon. Si c'est des pouillèmes, c'est pas grave, ça va marcher. Hein. Et après, attention entre le branchement parallèle, ce qu'on appelle la combinaison parallèle et la combinaison série. Il y a, ça engendre en fait soit un cumul d'intensité, soit un cumul de tension. Et le régulateur qui est avec va peut-être pas encaisser. Et il va sans doute même encaisser. Bon. Donc, faut faire gaffe. Et aussi, est-ce qu'on peut recharger à partir de ce panneau solaire des petites batteries annexes non? Les stations d'énergie autonomes? Oui. Oui, c'est prévu. Alors là, attention, il y a des panneaux qui sont adaptés là aussi par rapport aux caractéristiques. Et puis, il y a des panneaux qui comportent des connectiques différentes de stations à d'autres. Donc, vous avez des stations avec ce qui est très souvent le cas en ce moment, là, les XT60. C'est des connecteurs jaunes, un peu rectangulaires, bizarroïdes, là. Donc, le panneau, il faut qu'il aille avec. Il faut qu'il ait en plus des caractéristiques qui correspondent à ce qui est capable d'encaisser le régulateur de charge solaire dans la station. Et puis il y a d'autres fournisseurs, Blue80 par exemple, c'est de la connectique avec ce qu'on appelle du MC4. Donc c'est deux connecteurs séparés qu'on trouve dans le domestique. Du coup on peut y mettre ce qu'on veut comme panneau, à condition de respecter les limites du fabricant, Blue80 par exemple. Les limites, elles vont être en puissance et elles vont être en intensité tension. La VOC et l'intensité maximum power, donc la puissance maximale. Ça, il faut faire gaffe. Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur la durée de vie des équipements électriques. Est-ce qu'on a des chiffres et par rapport à la garantie dont tu parlais, est-ce que toutes les causes de défaillance sont garanties? Alors là, ça c'est une bonne question, mais là c'est pas à moi d'y répondre. C'est si le document est bien fait. Par exemple, Victron, ils sont très forts. Crystaic, ils sont très forts. Vous savez dans quel cadre fonctionne la garantie, déjà. Après, sur le papier, quand vous achetez, vous devez avoir et vous exigez que la garantie soit marquée dessus. 2 ans, 5 ans, 3 ans. Hein. Parce que c'est bien beau d'annoncer 5 ans. Moi, je peux dire, mes installations, elles sont garanties 5 ans. Et puis, je vous vends votre truc, et puis, c'est pas marqué. Donc, moi, c'est marqué, c'est réglementaire, c'est obligatoire. Sur mon site internet, combien de temps est garantie mon installation? Elle est garantie 2 heures. Comme ça, c'est simple. Je prends pas de risque. Non, mais bon, vous verrez. Mais là, voilà, c'est une bonne question, mais il n'y a que le document fabricant qui peut l'attester. Ou le distributeur, si c'est un bon distributeur. Parce que là, il y a aussi le système de distribution, le SAV.
j'en sais quelque chose. Donc c'est un choix important. C'est-à-dire que si vous avez un très bon distributeur, ça se trouve, il a un très bon SAV, déjà techniquement pour répondre éventuellement aux problèmes, et puis aussi à vous retourner le matériel en état neuf sous 24-48 heures, parce qu'ils ont une logistique, ils ont un stock, ils ont un machin. Donc la durée de vie, impossible de vous dire. Mais bon, là on a le résultat de la qualité attendue et de ce qu'on y met financièrement, malheureusement. Je me répète, mais moi je préfère attendre, dans mon fonctionnement personnel, d'acheter un certain type de matériel, hormis la partie électrique embarquée, mais je parle pour mes besoins personnels. Par exemple, un matériel de cuisson, je préfère acheter ce matériel-là un peu plus tard, parce que je sais qu'il fonctionne très bien, qu'il a des qualités, etc., qu'il a une garantie de fonctionnement, etc. Donc je préfère attendre pour y mettre le prix que d'être surpris. Et puis, bon, moi j'ai une dimension un peu particulière, je ne sais pas si c'est celle de certains d'entre vous, j'espère. Je suis dans la dimension environnementale, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de préconiser du matériel à mes clients qui soit merdique et qui tombe en panne au bout de 6 mois. J'ai pas envie de préconiser du matériel qui soit pas dépannable. Christech, c'est entièrement dépannable s'il faut. De toute façon, ils ont un SAV où il y a une pièce, ça tient dans une chambre de 10 mètres carrés, c'est tout, il n'y a rien. Ils ont quasiment aucun problème, quoi. Et donc là, ça dure. Ça dure. Donc là, on préserve l'environnement parce que il faut des matériaux. Pour refabriquer un matériel qui est obsolète, donc si c'est pour changer de matériel électrique toutes les 5 minutes, après c'est mon point de vue personnel. Donc je préfère attendre, mais il faut mettre un peu de fric. Okay, merci. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vous remercie. Apparemment, c'est bon, on a fait le tour. Donc je ne devais pas être vraiment intéressant puisqu'il n'y a pas de questions. Non, je plaisante. Ouais, merci. J'espère que j'ai répondu déjà à votre attente et puis aux quelques questions, évidemment. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, si besoin, je répondrai à des cas particuliers, personnels, des projets. Stand numéro 9, le hall 8, donc juste celui d'avant, là. Voilà. Et puis, vous pourrez voir des stations d'énergie nomades, et notamment la marque Arpax, qui est plongée dans un petit aquarium et arrosée en permanence. Elle est IP67, donc indice de protection. C'est-à-dire qu'elle peut recevoir des paquets de flotte sur la tronche. Alors, ça ne sera pas trop votre cas à l'intérieur, mais c'est pratique en aval, par exemple, sur un voilier. Et c'est assez exceptionnel, ça, comme produit. Et c'est la première fois que vous allez le voir en France. Voilà, je vous remercie. Bonne journée, bon salon.